Et à tous, Denis Simoneau, président d'Europa Nova. Je suis très heureux de cette occasion qui est offerte ce soir d'échanger sur le plan de relance européen. Très heureux parce que c'est le jour où on inaugure notre bureau de Berlin. Donc Europa Nova s'étend vers d'autres États membres que la France. On avait déjà beaucoup de contacts dans plusieurs États membres, mais on est très heureux d'avoir cette occasion d'ouvrir un bureau en Allemagne. Le débat de ce soir est important parce qu'il se situe dans la droite ligne de la conférence Europa que nous avons tenue le 5 décembre dernier avec le secrétaire d'État Clément Beaune. Et c'est un sujet évidemment qui sera prioritaire, qui est déjà prioritaire, mais qui sera dans les priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2022, puisque c'est relance, croissance et appartenance qui ont été retenus comme les trois thèmes majeurs de la présidence française. Et je suis très, très heureux ce soir, grâce à Corentin, grâce à Stéphane, que je remercie beaucoup, d'accueillir deux personnalités éminentes que j'aime beaucoup et qui ont beaucoup de commentaires toujours passionnants à faire sur les sujets économiques et financiers de l'Union européenne. Donc, voilà, je souhaitais juste dire ce petit mot d'introduction en vous remerciant toutes les deux d'être présentes et en remerciant Stéphane d'avoir créé cette occasion et d'animer le débat de ce soir sur ce sujet important. J'en dis pas plus et je laisse la parole à Stéphane. Merci. Merci à Valérie et Pervenche d'être là. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Pervenche et Valérie, mais je pense que vous avez dû entendre parler d'elles à travers beaucoup de leurs prises de parole récentes et passées. Comme vous le savez, Pervenche Berès a une longue carrière de députée européen, puisqu'elle a été plus de 25 ans au Parlement européen, présidente de la Commission des affaires économiques et la Commission des affaires sociales, notamment, avant une carrière aussi à l'Assemblée nationale, mais plutôt du côté de l'administration des services de l'Assemblée nationale, notamment. Et comme vous le savez, donc, Pervenche a suivi depuis de très très longues années tous les grands textes économiques et sociaux du Parlement européen. Donc c'est une grande joie de l'entendre sur cette nouvelle étape qui est le plan de relance européen. Quant à Valérie, eh bien, elle a rejoint le Parlement plus récemment, mais avec déjà un long parcours en droit public, finance locale, en tant qu'élu local également, mais comme Pervenche, qui était également élu local, responsable d'une maison de l'Europe, donc une implication dans la société civile en particulier, et puis une nouvelle expérience remarquée de parlementaire européenne et qui a pris tous les dossiers à bras-le-corps, et notamment les dossiers économiques et sociaux. Et donc, on est vraiment content que vous nous donniez votre position sur ce plan de relance européen qui voilà, qui est encore, j'allais dire en discussion, non, mais dont la mise en œuvre pose un certain nombre de questions. Donc, pour aller tout de suite sur le sujet, puisqu'on a 1h15 devant nous, je voudrais vous interroger sur quatre points plus particulièrement. D'abord, en quoi ce plan de relance européen vous paraît novateur? Il a été présenté comme absolument historique, mais en quoi est-ce qu'il vous apparaît comme novateur? Pour autant, en quoi peut-il paraître, alors on est un peu au mauvais moment, mais peut-il paraître une déception parce que les critiques sont là, sur la lenteur de la mise en œuvre de ce plan de relance. En quoi ensuite, justement, le contraste apparaît notamment avec le plan de relance américain. J'aimerais avoir votre point de vue. Est-ce que cette comparaison vous paraît opportune ou pas? On reviendra un petit peu sur ce plan de relance américain. Et puis, quatrièmement, comment voyez-vous un petit peu les déclinaisons nationales à ce titre, avec en fait un cinquièmement qui sera sur la fiscalité, les ressources propres. Est-ce que vous avez un sentiment sur
quelles pourraient être donc, puisque l'Union européenne va emprunter, quelles pourraient être les ressources adaptées, puisqu'on réfléchit à un certain nombre de nouveaux instruments fiscaux, avec des développements récents aussi à travers l'administration américaine et peut-être la fiscalité du numérique ou la fiscalité des sociétés. Donc, quel est votre point de vue là-dessus? Enfin, on pourra évoquer aussi tout ce qui est l'avenir un peu plus macroéconomique et notamment l'avenir du pacte de stabilité. Quel est votre sentiment à ce sujet? Sachant qu'il y a Pervenche Berès a rédigé un article à ce sujet récemment. Des économistes se positionnent comme Pervenche là-dessus. Je ne sais pas si le groupe Renaissance aussi a commencé à réfléchir là-dessus. Bref, si nous avons le temps, aussi évoquer ce pacte de stabilité. Donc voilà ce que je vous propose, un peu comme sujet, si ça vous convient, et peut-être d'y aller séquence par séquence, en commençant peut-être par, pour vous, en quoi ce plan de relance est historique. Qu'est-ce qui commence? Pervenche? Pervenche, je pense que Valérie, vous serez d'accord pour… Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Pervenche, tu t'es mis Merci en… à Europa Nova d'avoir organisé ce débat. Moi, je crois que ça vient à un très bon moment parce qu'on commence à avoir un petit peu de recul sur ce qu'on a fait avec ce pas que certains avaient qualifié de hamiltonien ou de historique pour permettre à l'Union européenne de faire face à la crise. Bon. Quand l'année dernière, puisque c'est maintenant il y a presque un an, a commencé à s'élaborer ce plan de relance, on a été beaucoup à soutenir cette idée que voilà, l'Union européenne ne pouvait pas faire comme après 2008 et qu'on devait se donner les moyens à l'échelle de l'Union de faire face pour l'ensemble des États membres. Et le point qui a été franchi, le tabou qui a été franchi, c'est un emprunt commun. Bon, ce n'est pas la première fois que l'Union européenne empruntait en commun, mais c'est la première fois que l'Union européenne empruntait en commun pour aider, soutenir les économies des États membres, directement. Et ça a été quand même… bon, c'est le pas historique qui est franchi. Après, je pense qu'au cours de la conférence, on va regarder tous les points plus difficiles, mais il faut quand même reconnaître ce qui a été franchi. Emprunter en commun, ça veut dire que l'Union va sur les marchés gérer en commun une dette et donc s'inviter avec une masse critique dans la négociation du prix de la dette de l'Union européenne à l'échelle des marchés financiers internationaux. Et c'est aussi un aspect important. Quand on parle du plan de relance, cela dit, du coup, on passe, à mon avis, sous silence deux aspects qui ont été aussi importants dans cette première réaction à la crise et qu'il ne faut pas oublier parce qu'ils peuvent nous être utiles pour la suite. C'est, vous l'avez mentionné Stéphane Cossé dans votre introduction, la question du pacte de stabilité qui a été suspendu. Donc c'est la première fois qu'on met entre parenthèses les règles du pacte de stabilité et ça compte dans l'ensemble du dispositif. Et troisième élément que je trouve il faut aussi avoir en tête, c'est pour la première fois l'introduction d'un mécanisme de soutien au système d'indemnité chômage des États membres. C'est un système qu'on appelle d'un acronyme anglais SURE, dont la France n'a pas bénéficié, mais qui est un système qui marche très bien et qui a un caractère contracyclique, ce qui est important pour la suite de notre discussion. Voilà, je ne veux pas être plus longue, mais juste marquer les éléments du débat pour répondre à votre question. Est-ce que c'est un moment historique? Je dis, c'est un tabou de lever et un premier pas de franchi avec la création d'un emprunt commun pour aider directement les économies des États membres et donc créer une masse critique d'une dette européenne à l'échelle des marchés financiers. Votre micro, Stéphane. À vous, Valérie, excusez-moi. Ah, merci. Merci. Je partage l'avis de Pervenche. Oui, c'est une étape historique.
au sens positif, évidemment, c'est une première. Pervenche l'a dit, en fait, jusqu'à présent, on a toujours considéré que l'Europe ne pouvait pas avoir le droit de se financer sur les marchés, de s'endetter. Bon, la réalité, c'est qu'en fait, la Commission le faisait déjà pour certains petits programmes d'assistance financière. Et donc, elle emprunte, elle verse les fonds sous forme de prêts aux États concernés qui bénéficient d'intérêts moins élevés grâce au triple A européen. Mais avec le plan de relance, on est entré dans une autre dimension à plusieurs égards. D'abord en termes de montant. On parle d'un montant de 750 milliards d'euros. C'est l'équivalent de 3/4 du budget pluriannuel sur 2 ans, alors que donc, le budget pluriannuel dure 7 ans, et là, on est sur une somme sur 2 ans qui représente les 3/4 du budget pluriannuel. Donc, c'est une somme importante, et en ce sens, c'est historique. Donc, en termes de montant, en termes de symbolique, parce que là, on parle majoritairement de subventions, et non pas uniquement de prêts. Donc, c'est vraiment un signe de solidarité forte où la responsabilité est partagée. Aussi, c'est historique en termes de dogme budgétaire. On a toujours considéré, et d'ailleurs acté, que l'Union ne pouvait pas s'endetter pour ses dépenses opérationnelles. Et ici, on est sur une ligne de crête, on s'en rapproche fortement et on casse là une doctrine historique. Peut-être 2 éléments qui justifient que ce plan soit qualifié d'historique en termes d'intégration communautaire. Ce plan, c'est un peu l'Union qui agit comme un État. Lorsque l'État a besoin de liquidités pour irriguer ses territoires et relancer l'économie. L'État, il emprunte et l'Union, elle va le faire demain. Et puis, il va y avoir un effet boule de neige. Parce que ce plan, il va falloir le rembourser. Cet emprunt, il va falloir le rembourser. Et la solution qui a été actée juridiquement par un accord de remboursement via un accord interinstitutionnel en décembre dernier, c'est que ce plan, il va être remboursé par des nouvelles ressources propres. On en parlera certainement plus tard dans les détails, les modalités. Mais ces ressources propres, ces nouvelles ressources propres, ça fait des années que le Parlement européen et que les pro-européens se battent pour les mettre en œuvre. Et cette crise, elle a évidemment des effets dévastateurs, dramatiques, mais elle a aussi des effets positifs. Et parmi ces effets positifs, il y a ces avancées considérables sur la question des nouvelles ressources propres. Et celles qu'on va mettre sur la table demain, elles sont indispensables, elles sont inévitables. Et si on ne met pas en place ces nouvelles ressources propres, eh bien, les solutions pour rembourser ce plan, il n'y en a pas énormément. C'est soit on augmente les contributions nationales, soit on coupe dans les programmes. Et évidemment, on s'oppose à ces 2 solutions. Et donc, inévitablement, inexorablement, il va falloir avancer sur cette question des ressources propres. C'est l'engagement qui a été pris par les chefs d'État et de gouvernement et que le Parlement européen a sécurisé juridiquement en décembre dernier. Donc voilà pour tous ces éléments qui, à mon sens, confirment le caractère historique de ce plan de relance. OK, merci beaucoup. Maintenant, moi, je vais mettre un peu les pieds dans le plat parce que, donc, de façon un peu provocatrice, évidemment, mais les discours que vous tenez et qui je crois, paraissent plein de sens et de cohérence, vous auriez pu les tenir il y a 6 à 9 mois. Depuis, il ne s'est rien passé. Or, un plan de relance, c'est quand même, a priori, pour relancer une économie qui a besoin d'être relancée tout de suite. Pour l'instant, il n'y a pas 1 euro qui est décaissé. Les États, si j'ai bien compris, doivent envoyer leur plan d'ici la fin du mois. On commence à dire qu'il n'y aurait pas de décaissement avant peut-être la fin d'année, voire l'année prochaine. C'est plus de la relance. C'est plus de la relance. C'est des fonds structurels qui seront plus importants alors que la relance, on en a besoin maintenant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un décalage complet entre un événement ou un acte qui peut paraître historique et puis quand on regarde dans le détail, eh bien, un mécanisme qui, au fond, remet l'Europe devant ses responsabilités, qui est des lenteurs. On a une question qui nous est arrivée sur notamment donc, la position de la Cour suprême allemande dans le cadre de la ratification de chaque État. Au fond, est-ce qu'il n'y avait pas un moyen d'éviter tout cela pour qu'on se retrouve dans une véritable relance économique et non dans un plan qui viendrait trop tard et malheureusement
au détriment des citoyens européens qui sont les premiers concernés par des appuis économiques, et notamment des appuis économiques qui sont irrigués dans la plupart des activités qui pourraient être en croissance à l'avenir. Pervenche ? Oui, merci de nous ramener à la réalité de ce qui se passe concrètement et de ce que comprennent parfaitement les Européens. C'est pour ça que quand tu m'avais demandé d'évaluer ce pas franchi, j'ai rappelé qu'historiquement, il y a 6 mois, 1 an, on parlait d'un mouvement hamiltonien. Bon, je crois qu'aujourd'hui, plus personne n'oserait en parler. Hein. Il faut être concret. Mais il faut quand même remettre les choses dans leur cadre. Fondamentalement, dès le moment où ce plan a été sur la table, ceux qui regardaient les choses de près savaient très bien que ce n'était pas un budget contracyclique, qu'on était dans un soutien structurel à une remontée en puissance des économies européennes. Mais le simple fait que ce plan existe, avec cette capacité d'emprunt et donc de dette commune européenne, a autorisé les États à se doter de plans nationaux de soutien, un peu comme un amortisseur par rapport à certains aspects de la crise, que ce soit, y compris en tenant compte des leçons de ce qu'on a appris après 2008, qu'il fallait soutenir le chômage partiel, venir en aide aux plus démunis, etc. Mais sur le délai, sachant qu'on est dans un soutien qu'on pourrait qualifier plus de structurel que de contracyclique, même si ça vient dans un cycle économique défini par la crise, il faut pointer deux, 3 aspects. D'abord, il y a le problème de la ratification, parce qu'en fait, l'emprunt est basé sur une perspective de ressources propres. Qui nécessite la ratification par l'ensemble des parlements nationaux pour 2 raisons. D'abord parce qu'on déplace le plafond des dépenses publiques que l'Union européenne peut engager pour le cadre financier pluriannuel, pour le budget pluriannuel de l'Union européenne, et puis qu'on prévoit d'ores et déjà, et par rapport à ce qu'a dit Valérie hier, il faut le corriger, parce que dans ce qui a été ratifié par le Parlement français, est déjà inscrit ce qui va se passer si on n'arrive pas à avoir des ressources propres. Les États membres contribueront davantage. C'est déjà inscrit dans ce que la France a ratifié. Sur le chemin de la ratification, il y a quelques soucis, parce qu'on voit que sur les 27 États membres, il y en a 12 qui n'ont pas ratifié. Et parmi ces 12, on retrouve peu ou prou tous ceux qui n'étaient pas les premiers avocats de ce plan et de cette capacité d'emprunt et de dette commune, y compris l'Allemagne, dont la chancelière avait pourtant soutenu, initié d'une certaine manière, ou co-initié le plan, qui est aujourd'hui bloqué par la Cour de Karlsruhe. Alors, les juristes les plus avertis pensent que la Cour de Karlsruhe ne bloquera pas, mais on n'en sait rien. Et pour l'instant, c'est un mauvais signal par rapport à tous ceux qui auraient envie de freiner sur la voie de cette ratification. Et puis, une fois que tout ça serait acquis, vous l'avez dit, les États membres déposent jusqu'à la fin du mois leur plan. La Commission a ensuite 2 mois pour évaluer. Et le Conseil a ensuite 1 mois pour dire son mot. Et au Conseil, on pourra avoir aussi des tractations entre des États membres qui ont envie de revenir sur tel ou tel plan national de tel État membre. Donc, c'est un processus très long, hein, ce qui veut dire quand même que sur le fond, heureusement qu'il y a eu quand même sur la table ce que j'ai appelé des outils contracycliques réels, c'est ce mécanisme sûr dont j'ai parlé, parce que là, ce mécanisme, lui, a bénéficié à 19 États membres qui ont immédiatement émargé pour toucher l'ensemble de l'enveloppe qui avait été mise à disposition pour soutenir leurs mécanismes nationaux d'indemnité chômage. Et cela nous oblige, d'une certaine manière, à regarder de quels outils l'Union européenne dispose pour réagir dans la durée
avec le rythme nécessaire à une telle crise. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est… Voilà, on retient d'ores et déjà que, Pervenche, selon vous, il y a cette idée qu'on est moins dans le contrat cyclique et un peu plus dans le structurel, et qu'heureusement qu'il y avait un autre mécanisme qui, lui, a permis de gérer l'urgence. Est-ce que vous partagez ce sentiment, Valérie? Mais on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Hein. Le mécanisme sûr, c'est un petit mécanisme, mais qui était utile, qui était bienvenu. Et Ouais. si on cherche un contrat cyclique, c'est là Ouais. qu'il est. Mais ça n'enlève rien à l'importance de l'enveloppe de 750 milliards, dont on dira peut-être quelque chose tout à l'heure sur le montant. Oui, il y a eu les réponses immédiates apportées avec la suspension des règles du pacte de stabilité et de croissance, avec le mécanisme SURE, etc. Cette fameuse négociation avec le plan de relance qui a été négociée en même temps que le budget pluriannuel. Donc, il y avait le plan de relance, c'est-à-dire le budget pour les temps de crise, qui a été négocié en même temps que le budget pluriannuel, le budget pour les temps ordinaires. Et oui, ce qui est difficile à comprendre, à la fois pour les citoyens et puis pour les acteurs que nous sommes, ou à comprendre ou à assumer, il y a entre le temps de la décision politique, c'est-à-dire en juillet dernier, il y a eu un accord entre les chefs d'État et de gouvernement, et le temps de la mise en œuvre. Évidemment, il y a des délais incompressibles, mais il y a des lenteurs qui ne sont pas acceptables là où on devrait aller vite et où c'est l'essence même du plan de relance d'aller vite. Alors, moi, en tant que parlementaire, je vous dis, et j'ai dit aux États membres, on a bossé tout l'été dernier pour être prêt, parce qu'il y avait une condition sine qua non pour lancer le processus de ratification du plan de relance, c'est qu'il fallait un avis du Parlement européen sur la décision sur les ressources propres. On l'a donné avec mon collègue José Manuel Fernandez, on a travaillé tout l'été pour pouvoir donner notre avis en septembre. Les États membres pouvaient lancer le processus de ratification dès septembre. Ils ont refusé de le faire parce qu'ils voulaient négocier en paquet. Et puis, donc, il y avait certains États membres qui disaient, nous, tant qu'on n'est pas fixé sur le mécanisme état de droit, on ne lance pas la ratification et on ne valide pas les négociations sur le cadre financier pluriannuel. Certains autres États membres disaient, on ne veut pas mettre d'argent supplémentaire sur le cadre financier pluriannuel. Tant qu'on ne sait pas ce qui a été négocié avec les parlementaires, on ne bouge pas, on ne veut pas lancer le processus de ratification du plan de relance. Donc, ils ont décidé, les États membres ensemble, de tout négocier, de mettre la négociation ensemble, alors que nous, on a donné notre feu vert dès septembre. Ces retards-là, c'est aussi dû au fait que les États membres ont décidé de tout négocier en paquet. La négociation finale sur tout le paquet, elle a eu lieu en décembre. Et depuis, on attend effectivement les processus de ratification. Il y a des délais incompressibles, c'est vrai, mais en France, par exemple, il y avait des délais incompressibles qui ont pu être ramenés au plus court. Et effectivement, il y a des interrogations sur, comme l'a dit Pervenche, c'est vrai, quand on regarde la carte, il se trouve que ceux qui ont déjà ratifié, c'est ceux qui étaient les plus fervents défenseurs du plan de relance. Après, sur la question de l'Allemagne, le travail parlementaire a été fait. C'est en clair les eurosceptiques qui n'ont pas assumé, qui ne veulent pas assumer leur défaite politique au Parlement et qui saisissent la Cour de Karlsruhe. Effectivement, les juristes estiment que le plan est conforme et qu'on ne va pas avoir de mauvaises surprises. Néanmoins, c'est effectivement des incertitudes et des retards supplémentaires. On a la question de la Hongrie et de la Pologne qui sont toujours pas satisfaites par le mécanisme de protection de l'état de droit qu'on a mis en place et qui peuvent se dire on peut avoir un effet de levier où on peut essayer de retarder la ratification du plan de relance, même si à la fin, je pense qu'aucun État ne voudra assumer d'être celui par qui le plan de relance ne peut pas être mis en œuvre. Ce matin, on avait… cet après-midi, on avait en commission des budgets la présentation par le commissaire Hahn de la manière dont le plan de relance allait être mis en œuvre. Il nous a assuré que… Donc, sur les dates de ratification, on a aujourd'hui des dates de ratification pour les États restants. En avril, il y a il y a 5 ou 6 États membres qui vont finaliser la ratification. Il nous manque la date pour la Hongrie, la date pour la Pologne, notamment la date pour les Pays-Bas pour finaliser. Moi, je suis quand même confiante sur le fait qu'on va pouvoir avancer. Le commissaire Hahn nous a garanti qu'a priori, on pouvait avoir des premiers décaissements avant l'été, puis une deuxième salve de décaissement en septembre, sachant qu'il y a aussi la possibilité d'avoir une avance, 13% d'avance qui sera effectuée auprès des États membres. Donc, voilà. Les décaissements avant l'été? Ah bon?
Oui, on n'a pas du tout cette info-là. le commissaire Hahn nous l'a. Ah, bah, c'est un scoop. Alors, effectivement, la condition sine qua non, c'est que, et c'est là où le bas blesse, il nous faut l'accord des 27. S'il y a un seul État membre qui ne ratifie pas, on ne peut pas, la Commission ne pourra pas aller chercher l'argent sur le marché. Alors, sans aller dans le détail, sans aller dans le détail, il y a justement un participant là qui pose la question de la CJUE et de la Hongrie et de la Pologne. Vous voyez ça comme un risque ou pas? Le risque, moi je pense qu'il a été levé essentiellement en décembre, au moment où il a fallu donner l'accord final sur les négociations. La Hongrie et la Pologne, on s'attendait à ce recours de la Hongrie et de la Pologne sur le mécanisme. Oui. L'enjeu maintenant, c'est de faire garantir par la Commission qu'elle appliquera bien le dispositif. Et donc, il y a une pression qui me semble saine du Parlement européen. On a adopté une résolution il y a quelques semaines en rappelant ses obligations à la Commission, c'est-à-dire que ce mécanisme, il doit être mis en œuvre, il est applicable depuis le 1er janvier 2021. Et c'est un élément important auquel le Parlement européen tient. Donc, moi, je pense qu'on va pouvoir avancer sereinement. Cette saisine, on l'attendait. Et à mon avis, on pourra avancer sur ces deux sujets parallèlement. Que la Hongrie veuille être la dernière à ratifier, c'est possible. Mais je ne pense pas que la Hongrie et que Orban assumera lui-même d'être celui par lequel le plan de relance ne pourra pas être mis en œuvre. Je pense que d'un point de vue politique, je pense que ce serait assez difficile à assumer pour lui malgré tout. Ok, bon, écoutez, c'est un tout petit peu réconfortant de vous entendre, en tout cas que le processus semble quand même pas complètement dans les limbes. Bruno Le Maire s'inquiétait lui-même. Je crois que là, cette semaine, il a fait une déclaration en disant que ça n'allait pas suffisamment vite. Donc, mais c'est ce que vous dites aussi toutes les deux. En tout cas, s'il pouvait y avoir des décaissements très rapides, effectivement, ce serait quand même un signe important que l'Europe n'est pas dans cette inertie que l'on décrit et que les citoyens ressentent souvent. Alors, lié à cela, justement, c'est la rapidité. On a une question d'une participante qui dit, ce n'est pas une question, mais une remarque. Elle dit, le président américain a été élu depuis moins de 6 mois et il a déjà lancé un plan de relance 4 fois supérieur au projet de plan européen. Cherchez l'erreur. Voilà la remarque. Et au-delà de cela, on pourrait ajouter le plan infrastructure qui a été annoncé, alors qui est loin d'être adopté. Mais la comparaison est évidemment criante avec ce que l'on voit aux États-Unis. Quelles sont les différences entre ces plans? Est-ce que vous considérez que cette comparaison est opportune ou pas? Est-ce qu'on aurait dû faire de l'hélicoptère money en quelque sorte également en Europe? Voilà, en quoi on peut ou non faire une comparaison entre les deux. En tout cas, tout le monde l'a fait en ce moment. Donc, quelle est votre réponse à cela? Pervenche, je voulais commencer. Merci. Oui, là, on rentre dans le dur du sujet. Bon. Pourquoi est-ce que c'est si long? C'est si long parce que l'Europe n'avait pas d'outils adaptés pour faire face à une crise, parce que fondamentalement, l'Europe n'a pas d'outils de pilotage d'une politique économique. Donc, il a fallu inventer. La dernière fois, au moment de la crise de 2008, on a inventé un mécanisme européen de stabilité pour venir en aide à la Grèce, notamment, qui ne pouvait plus se financer sur les marchés, mais à un prix exorbitant en termes de contrôle de ces réformes. Bon, là, on a mis en place cet emprunt commun et donc cette création pour la première fois d'une masse critique de dette commune. Mais on n'a pas l'unité de pilotage dont bénéficie Joe Biden. Donc ça, c'est le premier enseignement, c'est que face à des crises de cette nature, l'Europe ne peut pas être simplement un environnement de règles de droit, d'impact qu'on met entre parenthèses parce qu'il y a une crise. Il faut se doter de ce pourquoi on plaide depuis de nombreuses années, qui sont des outils de gouvernance économique. Et là, on touche
un vrai point de doctrine ou un vrai point de fond, qui est que l'Europe s'est dotée d'une monnaie, elle s'est dotée de marchés financiers, elle ne s'est pas dotée d'une gouvernance économique qui fait qu'on partage une analyse de la situation économique et qu'on met les moyens budgétaires en adéquation. Bon, le président Joe Biden doit négocier avec le Congrès la mise en œuvre de son plan, mais on a vu que ça peut aller très vite et que on a beaucoup dit, est-ce que les Européens se souviennent de ce qui s'est passé en 2008 pour ne pas reproduire les mêmes erreurs? On l'entend beaucoup dans les discours, mais dans les faits, moi, je commence à avoir de plus en plus de doutes pour plusieurs raisons. D'abord, les 750 milliards, on les a salués, etc. Mais très vite, des petites voix ont commencé à s'élever, elles s'élèvent maintenant de plus en plus pour dire c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez parce qu'on fait comme si on va réparer. Or, le sujet, c'est comment est-ce qu'on revient à des niveaux de création de richesse antérieurs pour faire face à tous les défis auxquels on a à faire face. Et puis, vous avez mentionné, il y a effectivement deux aspects dans le plan de Joe Biden qui sont très importants. Le premier, qui est le plan de relance face à la Covid. Alors, certains ont commencé par dire c'est parce que les Américains ont beaucoup de retard en termes de soutien, de moyens de lutter contre les inégalités sociales, ce que l'Europe n'a pas. C'est un argument qui ne tient pas très longtemps parce que d'abord la Covid a créé beaucoup d'inégalités en Europe et dans le plan de Joe Biden, il n'y a pas que ça. Et puis il y a le plan de soutien aux infrastructures qui correspond aussi à un déficit dont les Américains pouvaient souffrir, mais qui est une vraie stratégie d'investissement et qui là a un effet keynésien absolument revendiqué et massif, hein, parce que, in fine, l'un dans l'autre, on est sur une perspective de 13% de PIB pour cette relance. Et il y a un aspect que vous n'avez pas mentionné, mais qu'il faut aussi avoir en tête et dont on ne parle pas à l'échelle européenne, qui est le volet fiscal. Parce que là aussi, le président Biden… Alors, je dois dire que moi, j'ai été sur ce volet-là d'autant plus surpris que Joe Biden est élu de l'État du Delaware, qui est entre guillemets, quasiment un paradis fiscal parmi les États fédérés aux États-Unis. Et il a franchi le pas sans aucune hésitation, avec un taux minimum de l'impôt sur les sociétés à 28%, un reporting pays par pays pour une fiscalité… bon, tout ça dans des délais, ça ne sera pas pour demain matin. Mais quand même, il bouge les lignes à l'OCDE sur la perspective d'un impôt sur les sociétés qui n'est pas mentionné dans l'accord sur les ressources propres. Il faut savoir que, or pour moi, quand même, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais dans les grandes réformes de fiscalité dont on a besoin, passer sous silence l'impôt sur les sociétés, c'est une erreur. Or, il n'est pas dans la feuille de route sur les ressources propres. Et c'est là où Joe Biden bouge les lignes, que ce soit aux États-Unis ou au G20, et donc forcément dans les travaux de l'OCDE. Donc sur la masse critique, oui, je pense que l'Europe est en train de prendre le risque de dire qu'elle ne va pas recommencer comme en 2008, mais de recommencer comme en 2008. Et donc, trop peu, trop tard. Ouais. Alors Valérie, donc sur ce sujet de la comparaison avec les Américains, qu'est-ce qui vous paraît opportun comme comparaison et qu'est-ce qui vous paraît moins opportun de votre côté? Quelle est votre vision à ce titre? On l'a fait tous naturellement, cette comparaison. C'est inévitable. On s'interroge sur le montant, sur les processus de décision. Je crois qu'en matière de montant, on n'est pas si loin si on met tout bout à bout, c'est-à-dire si on additionne aussi l'argent qui est mis sur la table au niveau national dans chaque État. Et en plus, les priorités, elles se rejoignent. On parle d'innovation, on parle de climat, on parle de numérique, et ça, on doit s'en réjouir. Si on s'arrête au montant, je vous rappelle que le Parlement européen, il y a un an, avait appelé un plan de relance massif de 2 000 milliards d'euros.
Donc, bien sûr, on aurait souhaité être plus ambitieux. Il faut se rappeler aussi qu'au début, dans les négociations, certains États membres ne voulaient pas du plan de relance. On se souvient tous des positions de Mark Rutte, par exemple. Ces États membres qui ne voulaient pas du plan de relance, les frugaux, ont fini par accepter. Ils ont dit OK sur le principe et on ne veut que des prêts. Et puis, finalement, ils ont accepté un plan de relance, 750 milliards d'euros et 390 milliards de subventions. Donc, il faut aussi remettre dans le contexte ce qui était une avancée importante. Et je crois vraiment qu'il faut aussi considérer les plans nationaux. Ce qui est une réalité, c'est que même s'il y a des grandes lignes directrices qui sont données sur les grands investissements, les grands enjeux, sur la transition numérique, la transition environnementale, etc., ce qu'on peut regretter, effectivement, c'est qu'on n'ait pas de plan d'investissement européen à l'échelle continentale, parce que dans le jeu de la négociation, il a fallu aussi satisfaire les États membres. Et ça, à mon sens, c'est un point de faiblesse sur lequel on pourra peut-être travailler demain. Et puis, bien sûr, c'est ce dont on a déjà parlé, sur l'adoption, on est beaucoup moins rapide, ça tient à la rigidité de notre processus de décision et on en revient à ces problématiques institutionnelles qui sont absolument fondamentales et sur lesquelles il va falloir qu'on avance parce que le processus de décision à l'échelle européenne est une fragilité, est un handicap et on le voit particulièrement dans ces moments de crise. Après, sur les modalités de remboursement, avant de passer à ça, Valérie, je suis toujours sur cette comparaison avec les États-Unis. Je pose une question très simple. Pourquoi, justement, si on veut montrer ce que c'est que l'Europe, pourquoi ne pas avoir envisagé un chèque comme l'ont fait l'administration Trump puis Biden, un chèque pour tous les Américains, quel qu'il soit, qui aurait été le chèque européen. Pourquoi est-ce que cette idée-là, par exemple, on ne l'envisage pas en Europe? C'est pas le choix qui a été fait à l'époque. Moi, je me souviens des négociations qui étaient vraiment très, très complexes, à l'époque. Je pense que pour les États membres, c'est une étape supplémentaire à laquelle il était difficile de mener. Les Européens, ils épargnent aussi, là où les Américains, ils dépensent. Fondamentalement, on a une différence d'approche culturelle et on a tout un ensemble de processus décisionnels sur lesquels il va falloir qu'on travaille très, très sérieusement. Pervenche, Intervenir là-dessus. Sur le chèque. Oui, c'est ce qu'on appelle l'hélicoptère money. C'est l'idée qu'on donne à chaque citoyen un chèque. Bon. C'est une proposition qui fait débat. Il n'y a pas de consensus du tout, même dans des pays qui pourraient être favorables à une croissance de la dépense. Donc la question de l'efficacité de cette mesure et notamment de sa capacité à pointer l'investissement là où on en a le plus besoin et sa contribution à la réduction des inégalités est un sujet qui est débattu, y compris par beaucoup d'économistes. Et c'est là où on en revient au sujet de la différence entre la situation au regard des soutiens en termes d'aide sociale aux États-Unis ou en Europe. En revanche, il y a deux points par rapport aux États-Unis qui me semblent intéressants de pointer là aussi comme grosse différence. La première, et Valérie Ayer l'a sous-entendu, c'est que dans ce plan de relance, il n'y a rien d'européen. Enfin, il y a un financement européen, mais il n'y a aucune infrastructure, aucun investissement pour des projets européens. Et par exemple, pour l'Europe de la santé ou pour un environnement numérique européen, des infrastructures européennes, peut-être que les États membres monteront des projets mais ce n'est pas pensé. Donc c'est vraiment quand même, d'une certaine manière, c'est pensé comme on fait un emprunt commun avec une dette commune et ensuite on répartit l'argent entre les États membres. Et l'idée qu'on en crée des dynamiques autour de priorités politiques européennes pour des dépenses en commun, ça c'est totalement absent du plan. Or, aux États-Unis, vous avez évidemment, notamment dans la partie infrastructure quand elle va venir, des dimensions trans-États qui sont absentes du volet européen. Et le deuxième point,
où on sera plus malmené que les Américains, c'est que eux, le 1er janvier 2023, ils n'auront pas le retour du pacte de stabilité. Et ça fait une grosse différence. D'accord. Mais juste un dernier point, et après on passera à la fiscalité. Il y a quand même des déclinaisons nationales. Dans le plan de relance français, on a annoncé 100 milliards, dont 40 milliards au niveau européen. Est-ce que cette agrégation, en quelque sorte, de plan de relance national qui va vite, en quelque sorte, plus de plans de relance européens, qui est un peu plus long, n'est pas quand même quelque chose de positif, c'est-à-dire, au fond, avoir une vision complémentaire avant d'avoir une vision qui serait parfaitement européenne. Valérie? Je crois que c'est l'approche. Alors évidemment, moi en tant que députée européenne, j'aurais préféré qu'on ait un plan de relance national avec des investissements européens à l'échelle du continent, des projets en commun. Ce n'est pas le choix qui a été fait parce que la réalité de la négociation, c'est que en plus, on était un moment de tension. Est-ce qu'on met ou pas un plan de relance sur la table? On négociait le budget pluriannuel. Il a fallu satisfaire chaque État. C'est malheureusement la réalité de la négociation. Et donc, le choix qui a été fait, c'est d'engager de flécher 37% des dépenses dédiées au climat, 20% des dépenses dédiées au numérique. Ça, c'est déjà de la conditionnalité. Et ça, c'est les grandes orientations qui ont été données. Il y a le Parlement européen a demandé aussi à flécher de l'argent sur la jeunesse, etc. Donc, il y a malgré tout quand même des priorités communes partagées, mais effectivement qui sont déclinées dans des plans nationaux qui seront soumis à la Commission. Et la réalité, là encore, quand on revient sur les montants, il y a évidemment le plan européen mis sur la table, 750 milliards d'euros qu'il faut considérer en complément, ou en tout cas, il faut à mon sens avoir une approche globale, le plan européen et les plans nationaux. Et quand on met tout bout à bout en termes de montants, on est quand même assez proche de ce qui est mis sur la table par les Américains. Par exemple, en France, je ne suis pas certaine que s'il n'y avait pas eu le plan de relance européen, on serait arrivé à un plan de relance national de 100 milliards. Très clairement, le fait d'avoir 40 milliards d'argent européen, ça a permis d'avoir un plan en France plus ambitieux. Et à la fin, et je crois que c'est un des éléments qui a aussi convaincu Angela Merkel d'avancer sur le plan de relance, à la fin, si la France va bien, ça sert les intérêts allemands. Si les Italiens, les Roumains vont bien, ça sert les intérêts français, finlandais, etc. Donc, c'est cette logique-là quand même. Bien sûr, il y a les approches nationales, mais il y a cette dynamique à l'échelle européenne qui a fait qu'on s'oriente vers cette direction malgré tout. Bien sûr, c'est les insuffisances, les fragilités, les handicaps du système de décision à l'échelle européenne et il faut tenir compte malheureusement. Alors, il y a une participante, Pervenche, qui dit, Isabelle nous écrit, elle dit, au fond, pourquoi est-ce que, à partir du moment où un pays a ratifié, a joué le jeu, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir cette condition-là, et puis que pour son pays, puisqu'on a un fonctionnement qui est très national en quelque sorte, comme vous venez d'expliquer, Pervenche, on ne pourrait pas avoir un décaissement pour le pays concerné. Pourquoi attendre les 27 alors que un pays a joué le jeu et que de toute façon, il attend sa composante en quelque sorte nationale? Oui, la question porte aussi sur l'approbation par le Parlement national du plan. Oui. Je note que le plan qui est transmis pour l'instant, il a pas été discuté par le Parlement français. On reviendra peut-être tout à l'heure. Non, mais il y a beaucoup d'argent européen qui est sur la table. Enfin, il y en a plus qu'il y en a eu en 2008, c'est sûr. Il y en a sans doute moins qu'il n'en faudrait. Et Valérie Hayer a beau faire toutes les additions qu'elle veut, on n'arrive pas au même chiffre que la relance qui va avoir lieu aux États-Unis. Et ce n'est pas pour rien que le FMI s'inquiète, que l'OCDE donne des signaux pour dire on n'est pas dans une crise financière, on est dans une crise d'un moment, une crise d'un élément, d'une conjoncture où il y a un début, une fin, où il faut prévoir de pouvoir remettre la machine en route. Et par rapport à ça, il n'y en a pas assez. Ce qui est vrai, et je l'ai dit dès ma première intervention, c'est que les plans nationaux de relance ne se sont matérialisés dans leur ampleur que parce qu'il y avait cette perspective du soutien européen. Ça n'a pas toujours été bien expliqué aux populations des différents pays concernés.
mais la perspective, par exemple pour la France, de bénéficier de 40 milliards, fait évidemment partie de l'équation qui a permis à la France de mettre ces outils-là sur la table pour soutenir l'activité économique. Mais est-ce que si un pays se comportait bien, ratifié, etc., il pourrait aller au tiroir caisse sans attendre les autres? La réponse est non. La réponse est non parce que ce n'est pas de l'argent qui est disponible tant que les 27 n'ont pas fait leur devoir, donc de ratifier les conditions qui permettent à la Commission d'aller emprunter sur les marchés ces 750 milliards. D'accord. Merci Pervenche pour cette réponse. Je crois que c'était Isabelle qui intervenait à nouveau sur ce sujet. On a plusieurs questions passons à la fiscalité et donc le financement de cet emprunt. Il y a plusieurs questions. Que vous connaissez, qui est toujours, est-ce que donc la taxe sur les transactions financières est toujours sur la table? Question sur l'harmonisation fiscale. Et au-delà de cela, l'actualité qui est, comme le disait Pervenche, donc c'est presque incroyable. Moi, je trouve que c'est incroyable qu'on ait cette proposition de l'administration Biden avec un taux minimal à 21%, bien au-delà du taux irlandais. L'Europe est pour le coup bien derrière à ce sujet, enfin certains pays européens. Est-ce que donc l'impôt sur les sociétés doit être également remis sur la table? Il y a le plastique, il y a le numérique également, et il y a la taxe carbone. Comment vous voyez donc évoluer ce dossier là aussi? Est-ce que ça va être de longues inerties? Est-ce que vous voyez des développements rapides à ce sujet? Quel est votre sentiment à ce sujet? Est-ce qu'on commence par Valérie cette fois-ci, Pervenche? Ok. Peut-être juste une remarque sur les montants et après j'en viens au financement. Oui, j'ai tendance à essayer de voir le verre à moitié plein. Bien sûr, je le rappelle, le Parlement avait demandé 2000 milliards, donc avec les 750 milliards, on était loin. Néanmoins, j'essaie de voir aussi les avancées et la question se pose déjà effectivement de savoir s'il ne faut pas remettre de l'argent sur la table. Néanmoins, là, à l'instant T, l'urgence, c'est de finaliser déjà le processus de ratification pour les 750 milliards d'euros. Et ensuite, on verra ce sur quoi on peut travailler. Sur les modalités de financement. Alors, cette crise, elle a du positif, effectivement, parce que pour la première fois, en juillet dernier, en marge ou dans le cadre des négociations sur le plan de relance et le budget pluriannuel, les chefs d'État et de gouvernement se sont mis d'accord. Il y a eu un accord politique sur le fait que ce plan de relance devrait être remboursé par des nouvelles ressources propres. Les ressources propres étant citées dans l'accord. Nous, Parlement européen, on a dit très bien, c'est très bien, il y a eu un engagement politique, parfait. Simplement, même si on ne remet pas en cause l'engagement de M. Rutte et des frugaux, on veut quand même assurer le coup et on veut s'assurer que dans 6 mois, dans 1 an, on n'aura pas les mêmes qui ont donné leur accord politique qui vont nous dire finalement on n'est plus tout à fait d'accord. Les Irlandais qui nous disent finalement on avait dit oui pour la taxe sur les géants du numérique mais on ne veut plus. Les Allemands qui nous disent oui on avait dit oui sur le système ETS mais finalement on ne veut plus avancer, etc. Donc on a nous voulu avoir la garantie juridiquement contraignante que ce plan serait bien remboursé par des nouvelles ressources propres. Et on a négocié, dans le cadre des discussions qu'on a eues sur le budget pluriannuel, on a négocié un calendrier d'introduction des nouvelles ressources propres avec des dates de proposition par la Commission, des dates de vote au Conseil et des dates de mise en œuvre. Donc, le calendrier qu'on a négocié, il vise à permettre de financer le remboursement de cet emprunt, c'est-à-dire à partir de 2028, c'est 15 à 20 milliards d'euros qu'il va falloir rembourser. Il y a 3 options pour rembourser. Soit on augmente les contributions nationales et donc on augmente les impôts sur les citoyens européens, ce à quoi on se refuse. Soit on coupe dans les programmes.
15 milliards, c'est l'équivalent d'Horizon Europe. Donc, et ça, c'est un ordre de grandeur. Et moi, je refuse d'aller voir les agriculteurs en Mayenne. Je refuse d'aller voir les parents des jeunes Mayennais qui partent en leur dire, écoutez, cette année, vous aurez moins d'argent au titre de la PAC ou votre enfant ne pourra pas partir en Erasmus parce qu'il faut rembourser ce fameux emprunt. Donc, grâce à cet emprunt qu'il faut rembourser, on a eu un argument supplémentaire pour dire qu'il faut absolument avancer sur la question des ressources propres. Les ressources propres qui sont sur la table aujourd'hui, qui ont été négociées avec des dates de proposition par la Commission, des dates de vote au Conseil et des dates d'introduction. Les premières, mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, taxe sur les géants du numérique et système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a évidemment aussi la contribution plastique que vous avez citée, qui est déjà en cours de validation. Donc, si une fois que la ratification de la décision sur les ressources propres sera finalisée, on aura la première ressource propre depuis 1988 qui sera mise en place pour cette année 2021 au titre de la contribution plastique. Sur les 3 précédentes ressources propres que je vous ai citées, dont la mise en œuvre est prévue pour 2023. Taxe sur les géants numériques, on voit bien aujourd'hui que les géants numériques sont les grands gagnants de la crise, qu'il y a une inégalité évidente. Aujourd'hui, les géants numériques paient 2 fois moins d'impôts qu'une entreprise traditionnelle en Europe, ça n'est pas acceptable. Et il y a l'opinion publique aussi demande vraiment qu'on avance sur le sujet. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui a évidemment une visée environnementale, mais qui permettra aussi de remettre nos entreprises sur un pied d'égalité, parce qu'un produit, aujourd'hui, un produit qui est fabriqué en Europe doit être compensé par des droits à polluer, alors que quand il est fabriqué en Chine ou à l'autre bout du monde, il n'y a pas ces droits à polluer. Donc, l'idée, c'est de remettre sur un pied d'égalité nos entreprises, qui va générer de l'argent. Et puis, le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, qui existe déjà aujourd'hui, mais péché originel quand il a été négocié. En fait, l'argent rentre dans les caisses des États. Et c'est peut-être le système le plus efficace, le plus facile à mettre en œuvre, parce qu'il existe déjà d'un point de vue technique, mais il faut faire assumer, accepter par les États membres que l'argent issu de ce système ne revienne pas dans leur caisse, ou en tout cas pas ou en tout cas pas totalement, mais qu'il devra aller dans les caisses européennes. Ça, c'est le premier jet, entre guillemets, de nouvelles ressources propres. Après, il y a un deuxième jet de ressources propres qui est prévu pour 2026 avec une proposition de la Commission sur la taxe sur les transactions financières. On y reviendra peut-être après, si vous voulez, sur les modalités de la taxe sur les transactions financières et les difficultés, puisque c'est un serpent de mer aussi, des difficultés des négociations en cours. Et puis, une assiette commune consolidée sur l'impôt société, nouvelle génération qui serait proposée par la Commission pour une mise en œuvre en 2026. Ça, c'est le calendrier global avec les perspectives et les obligations qui incombent à la Commission, aux États membres, dans le cadre d'un dialogue régulier avec le Parlement qu'on a négocié. Et puis viennent par-dessus les évolutions liées à la nouvelle administration Biden, les signaux positifs qui sont envoyés dans le cadre des négociations à l'OCDE sur la taxation des multinationales et sur un impôt minimum sur les sociétés. C'est ce qu'on appelle les 2 piliers. Pilier 1, multinational, pilier 2, impôt minimum sur les sociétés. Là-dessus, ça fait au moins depuis 2015 que les discussions ont lieu. On sent à l'OCDE un vrai enthousiasme depuis l'arrivée de Biden. Le pilier 2, c'est-à-dire l'impôt minimum, était plutôt mûr, mais il y avait un blocage sur le pilier 1, taxation qui, comme l'a dit Pervenche, qui était finalement assez surprenant, parce que Biden ayant été pendant 30 ans sénateur du Delaware, on pouvait se dire que peut-être il est frileux à envoyer des messages un peu vigoureux vis-à-vis des géants du numérique, et pourtant il le fait. La secrétaire au Trésor depuis quelques semaines a envoyé positif, et donc il doit y avoir des discussions encore à l'OCDE, et on attend une réunion importante, une négociation importante en juillet, au cours de laquelle on va savoir si véritablement il y a une avancée ou pas. Ce qui est important pour nous à l'échelle de l'Union européenne, c'est que, en tout cas, moi, ce que je considère
considère, c'est qu'il faut qu'on avance. On ne peut plus attendre que les propositions que la Commission va mettre sur la table, d'abord, elles sont utiles parce que la Commission doit les présenter en juin et que les négociations à l'OCDE, elles ont lieu après. Et donc, la proposition de la Commission va permettre, sans doute aussi, on peut l'utiliser pour orienter les négociations à l'échelle de l'OCDE. Mais en tout état de cause, très bien si ça avance à l'OCDE. On sera ravis. Si ça avance à l'OCDE, il faut que le fruit de ces négociations devienne des ressources propres à l'échelle de l'Union, bien sûr. Ça, on n'abandonne pas cet objectif. Et si ça n'avance pas à l'OCDE, eh bien, on avance de notre côté pour aussi, je crois vraiment dans une logique où si on a nous-mêmes une position à l'échelle des 27, à mon avis, ça permettra aussi de nourrir les négociations et les discussions à l'échelle de l'OCDE. Donc ça, c'est le contexte global avec, effectivement, il faut le dire, certains États membres qui n'étaient pas des grands amoureux d'une taxation des géants du numérique, par exemple, et qui se disent, maintenant qu'il y a Biden, on va essayer de temporiser, on va voir ce qui se passe à l'OCDE, peut-être même qu'on va avoir des chances de ralentir le processus à l'échelle européenne. Donc, je crois qu'il faut se méfier de ça et de ces positions un peu d'attente, attentistes, même si il faut évidemment être vigilant à ce que le processus et ce qui se négocie à l'échelle de l'Union européenne ne viennent pas contredire ou contrarier les négociations à l'OCDE. Mais bon, pas de naïveté là-dessus. Je pense qu'il faudra aussi qu'on soit extrêmement vigilant, même si j'entends à l'OCDE l'enthousiasme. Je discute de temps en temps avec Pascal Saint-Amand. Il est très enthousiaste et il pense qu'on va aboutir et c'est évidemment ce que je souhaite, bien sûr. Merci beaucoup pour ce panorama. Pervenche, votre perception sur ce sujet et sur la base peut-être de ce panorama aussi, sachant qu'il nous reste un petit quart d'heure. Merci de cette précision. Ça veut dire que c'est notre dernière intervention ou... Non, ça veut dire que si on veut... Voilà. Donc, non, il y aura d'autres interventions. Je voudrais réintervenir quand même sur la présentation par la France de son programme de stabilité. Donc, oui. Gardez un moment pour ça. Non, sur cette question des ressources propres, je l'ai déjà dit, le Parlement européen s'est montré mordant et il a eu raison. Mais même si c'est la première fois qu'il y a un engagement de cette nature qui est pris avec le Conseil, rien n'est acquis. Et dans la décision qui est en cours de ratification pour permettre le financement de ce plan de relance, il y a d'ores et déjà des dispositions qui permettent d'assurer sur la base d'augmentation des contributions nationales le financement du plan si jamais les ressources propres ne voyaient pas le jour. Bon. Sur la ressource plastique, c'est un impôt, vous le savez, qui n'a pas vocation à beaucoup financer de choses puisque c'est un impôt pour ne pas faire. Parfois, l'outil fiscal est utilisé pour ça et c'est bien. Donc, plus cet impôt réussira, moins il ramènera d'argent. Mais il est quand même comme une pièce du dispositif en tant que ressources propres. Parmi les impôts qui sont sur la table, sur lesquels on attend des propositions de la Commission pour juin 2021, donc demain matin, on ne peut pas rentrer dans le détail de tout, mais je crois que le mécanisme d'ajustement carbone à la frontière est une pièce majeure parce qu'il donne un double signal, à la fois sur les conditions d'une contribution à un meilleur échange international et sur une orientation, sur une utilité du fléchage d'une fiscalité en fonction d'objectifs poursuivis par ailleurs dans le cadre d'une croissance soutenable. Mais une fois que la Commission a mis sur la table sa proposition, rien n'est acquis. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ce type de négociation s'engager. Or là, il faut, puisqu'on est dans un domaine de la fiscalité, l'unanimité au Conseil. Et donc, moi, je vois deux accélérateurs possibles, enfin deux pièces de la responsabilité. D'abord, la présidence française, qui s'exercera au premier semestre 2022, en pleine campagne des élections présidentielles en France, mais où le pays doit s'engager, enfin le gouvernement actuel doit s'engager
de toute sa force pour faire aboutir ces propositions en matière de ressources propres, parce que sinon, on aura beaucoup de mal à ce qu'elles voient le jour. Et le deuxième point qui me semble important, c'est que lorsque cette fameuse conférence sur l'avenir de l'Union finira par s'ouvrir le 9 mai prochain, j'espère que le Parlement européen pèsera de tout son poids pour que la question des champs du vote à la majorité qualifiée soit une question quasiment sine qua non, une condition sine qua non de son accord à la fin. Parce que c'est là qu'on a un effet de levier avec le soutien de nos concitoyens qui comprennent que là, d'une certaine manière, l'Europe se tire une balle dans le pied lorsqu'elle ne peut pas décider de ses propres ressources. Je ne veux pas être plus longue parce que je voudrais pouvoir parler sur les autres sujets. Alors, merci, merci Pervenche. Effectivement, on pourrait en parler très, très longtemps de ce sujet propre de la fiscalité. Je pense que vous avez toutes les deux tracé vraiment le panorama, les principaux enjeux, les principales problématiques. Et je pense qu'Europa Nova reviendra certainement dessus dans les prochains mois, parce que c'est un sujet très intéressant, très structurant aussi pour l'avenir. Donc, je vous propose qu'on passe donc à cette question du mécanisme de stabilité et du plan de stabilité en particulier, sachant que ça ne peut être aussi qu'une ouverture sur ce sujet parce que, Pervenche le sait très bien, ça prendra aussi beaucoup de temps. Peut-être que ça devrait être, on pourrait d'ailleurs y consacrer un sujet puisque beaucoup d'économistes mettent ça sur la table. Quel futur pour le pacte de stabilité? Et à ce titre-là, Pervenche, vous vouliez présenter un peu quelques idées sur ce sujet du futur et comment positionner l'Europe à ce titre. Merci de me permettre d'intervenir sur ce point. Je crois que toute la conférence l'a montré. Bon, l'Europe a essayé de faire des choses moins mal qu'en 2008, mais elle n'est pas outillée pour bien gérer ni l'exception, ni le quotidien de sa gouvernance économique. Et la clé de voûte du contrat européen depuis le passage à l'euro, c'est le pacte de stabilité. Bon. Il est sur la table. Encore une fois, pour l'instant, il est suspendu. Et donc, le 1er janvier 2023, si rien ne se passe, il reviendra d'application. Et c'est pour ça que j'ai écrit avec Boris Vallaud dans Le Monde une tribune qui a été publiée le 23 mars dernier, dans lequel je dis c'est un sujet urgent dont il faut se saisir. Or, qu'est-ce que je constate? C'est que tous nous avons salué l'avancée que constituait l'emprunt commun et l'émission d'une dette en commun. Mais ce n'est pas pour que… Et en parallèle, la suspension du pacte. Or, quand je regarde le programme de stabilité qui a été mis sur la table par le gouvernement français il y a quelques jours, j'ai l'impression qu'on est dans un autre monde. Puisque le ministre de l'économie et des finances nous dit qu'en 5 ans, la France va rétablir ses comptes, retourner aux 3% du déficit identifié dans le pacte, etc., etc. Tout ça en menant la réforme des retraites que le gouvernement n'a pas réussi à mettre en œuvre jusqu'à présent, avant la Covid, ou avec la Covid, ou après la Covid. Et j'ai l'impression, en fait, que ce programme de stabilité, enfin, je vais dire les choses un peu brutalement, mais d'une part, du point de vue de l'élaboration d'une pensée économique, de pistes sur ce qu'on voudrait, sur la suite pour le pacte après sa suspension, n'apporte aucun élément, et que surtout, on a l'impression que c'est écrit, que ce programme de stabilité est écrit pour, entre guillemets, faire plaisir à Bruxelles. Et pour être sûr de ne pas avoir de problème pour toucher les 40 milliards qui sont identifiés, fléchés pour la France. Voilà mon impression sur ce… Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas être trop long, mais je lance un cri d'inquiétude sur ce double aspect s'agissant de cette présentation du programme de stabilité. Encore une fois, nous n'avons pas soutenu l'idée de cet emprunt pour en faire un outil de corsetage de la dépense publique en France encore plus sévère que ce que serait une application du pacte.
Ok, Pervenche, le message est là. Franchement, je pense qu'on devrait. Je sais que votre temps est compté, mais je pense que ça mériterait vraiment, avec d'autres économistes, de se pencher sur cette question-là, à la fois sur les mécanismes économiques, financiers, macroéconomiques et aussi politiques. Peut-être juste une réaction de Valérie à ce titre. Je voudrais garder 1 minute sur l'actualité politique et après Denis conclura. Parce qu'il nous reste encore il nous reste 5 minutes. Donc peut-être 1 minute de réaction, Valérie, sur ce sujet. Ok, merci Christophe. Je crois qu'il y a une réalité qui est mathématique, comptable, économique et qui s'impose à tous aujourd'hui, c'est que nos dettes publiques, elles augmentent. C'est une nécessité parce que ne pas relancer aurait des effets catastrophiques. Mais donc, cette réalité nous montre que nos règles budgétaires classiques, elles ne sont pas adaptées aux crises. Et la preuve, c'est qu'on a dû les suspendre. Et on a dû les suspendre pour permettre d'éviter un écroulement de nos économies. Donc, se pose la question maintenant de est-ce qu'on doit rétablir ces règles? Si oui, en 2021, en 2022, en 2023 tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience commune qu'un rétablissement immédiat de ces règles serait contre-productif. Parce qu'on ne doit pas tuer la relance et non seulement parce qu'il faut relancer l'économie, transformer nos territoires, nos moyens de production, notre environnement. Et donc, on se rend compte qu'un assouplissement, une suspension de ces règles, ça a été vraiment une nécessité pour transformer. Et en fait, évidemment, je ne sais pas si ces règles, les fameux 60% de dette par rapport au PIB, les 3% maximum de déficit reviendront. Mais ma conviction, c'est que, en tout cas, nos règles budgétaires, elles devront être adaptées au monde post-Covid, comme bien d'autres aspects de notre économie d'ailleurs, pour avoir des règles qui permettent des économies résilientes. Et cela étant dit, résilience, ça signifie aussi responsabilité. Donc, il ne s'agit pas non plus de déréguler nos finances publiques. On doit maintenir la confiance des investisseurs en nos finances et en nos capacités à rembourser. Ça me paraît aussi important. Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai une question de curiosité un petit peu politique, et même si Europa Nova est neutre, est complètement neutre politiquement, qui va s'adresser à vous deux. D'abord, Valérie, donc, on a beaucoup parlé la semaine dernière de la création d'une association que vous présidez, qui est donc l'Association pour la Renaissance européenne. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Et puis, Pervenche, justement, un peu la vision de ce nouveau Parlement européen avec cette distance qui est la vôtre maintenant, et le positionnement des différents groupes à ce titre-là. Je commence avec l'association. Allez-y. Ok, merci. Oui, j'ai l'honneur de présider une nouvelle association qui part d'un constat, donc qui s'appelle l'Association pour une Renaissance européenne, qui part d'un constat double, qui est que les Français ne veulent plus s'encarter politiquement, mais ils veulent s'engager sur des causes. Et parmi ces causes, on considère qu'il y a l'Europe qui est un sujet absolument structurant pour l'avenir de la France et qui sera un sujet absolument structurant pour les prochaines échéances. Dans un calendrier, cette création, elle s'inscrit dans un calendrier qui n'est pas anodin, puisqu'on a la conférence pour l'avenir de l'Europe qui arrive, on a la présidence française de l'Union européenne qui arrive, et puis la présidentielle qui arrive. Et on considère que cette présidentielle, elle va être marquée. D'ailleurs, comme en 2017, déjà, l'Europe avait été un élément fort du programme du candidat Macron. Cette présidentielle, elle va être marquée par l'Europe. Et par aussi les enseignements de cette crise, avec certains qui vont considérer qu'à la suite de cette crise, il faut moins d'Europe, et nous, on considère qu'il faut davantage d'Europe. Donc cette association, elle a une double visée, militantisme et dépassement. Le militantisme, c'est-à-dire d'aller chercher les gens, de promouvoir la vision européenne portée par le président de la République dans la continuité du discours de la Sorbonne de 2017, de promouvoir aussi, nous, ce qu'on fait, délégation Renaissance au Parlement européen, et ce en quoi on veut transformer l'Europe, faire une Europe plus juste, plus démocratique, plus souveraine. Donc l'idée, c'est de donner les moyens aux acteurs sur le terrain de faire vivre l'Europe avec cette vision qu'on assume de l'Europe, avec une dimension militante très forte. Deuxième axe, c'est le dépassement, c'est-à-dire qu'on s'adresse évidemment
aux marcheurs, aux membres de la majorité présidentielle, mais on veut aller au-delà. On veut s'adresser à ceux qui croient, ceux qui sont d'une autre sensibilité politique, mais qui croient dans le projet européen porté par le président de la République, et ceux aussi qui ne sont pas encartés, qui ne veulent pas s'encarter, et qui, par contre, veulent s'engager sur la thématique européenne parce qu'ils croient dans l'Europe, mais ils savent aussi, ils ont la conscience comme nous qu'il y a des dysfonctionnements majeurs qu'il faut corriger. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a créé cette association et on a, en 2 jours, on a eu plus de 3500 adhésions. Donc, la dynamique et l'intérêt semblent là. Merci beaucoup Valérie. Et donc, équilibre politique oblige. Pervenche, malgré votre départ, le socialisme européen existe-t-il toujours ? Oui, heureusement. Non, moi je crois que bon, ce Parlement est très différent, hein, on l'a dit dès le début, il a été très renouvelé. Le poids d'une alliance entre le PPE et le PSE ne suffit plus à déterminer aussi facilement que dans le précédent mandat, même si c'était déjà plutôt à fait le cas des majorités. Non, ce que je constate, il se trouve que j'ai travaillé un petit peu sur ce sujet récemment. Moi, c'est deux points. C'est qu'au fond, quand même, quand on veut faire avancer l'Europe sur des chantiers fondamentaux, comme l'idée de cet emprunt commun ou de la dette commune, il vaut mieux le faire dans le cadre de l'Union européenne que, par exemple, dans un cadre franco-allemand. Parce que je me souviens de tentatives d'aborder ces sujets de réforme du pacte ou de gouvernance de la zone euro dans un cadre franco-allemand qui avait abouti aux accords dits de Meseberg et qui au fond ont fait long feu parce qu'en plus ça a suscité une contre-réaction totalement contre-productive avec la montée en puissance de ce qu'on a appelé le club des radins ou la Ligue de la Hanse, alors que là, l'emprunt et la dette commune dans le cadre communautaire, c'est là que le Parlement européen peut jouer tout son rôle. Et si on veut une vraie gouvernance économique, il faudra de la transparence et du Parlement européen, il n'y a aucun doute. Mais le deuxième enseignement que je tire quand même, c'est que sur les gros sujets qui clivent dans les débats nationaux, on retrouve le même clivage au Parlement européen. Et moi, je vous invite à regarder de près. Il se trouve que dans le cadre d'un autre think tank, prochainement, on va sortir une étude d'analyse des votes sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et on voit très bien qu'on a une grille de lecture parfaitement droite-gauche des votes. Donc, une fois qu'on a dit que tout le monde était d'accord pour le Green New Deal, les conditions de la mise en œuvre, voilà, est-ce qu'on fait de la redistribution, est-ce qu'on fait de la lutte contre les inégalités, est-ce qu'on fait de l'intervention d'État, est-ce qu'on fait plutôt confiance aux entreprises? Tous ces sujets ultra classiques divisent la scène politique européenne et je pense que c'est un bon élément du débat pour faire avancer dans la bonne direction. Même Merci si, bien beaucoup. évidemment, je souhaiterais que la délégation suisse-française soit plus importante et que le groupe socialiste, pas si mal dans ce nouveau Parlement, soit encore plus important. Bon, merci beaucoup. On adorerait continuer à échanger avec vous deux pour encore bien longtemps. On avait dit 1h15. On est arrivé au bout de ce débat. Et j'espère qu'on aura l'occasion, chacun avec vos sensibilités, avec vos initiatives nombreuses, vos articles, vos associations, qu'on aura l'occasion de se croiser dans les prochains mois. En tout cas, je vais laisser Denis conclure, mais Europa Nova est vraiment heureux de pouvoir échanger avec vos deux personnalités sur ces questions économiques et sociales et probablement d'autres à l'avenir. Denis, à toi. Oui, merci. Très, très rapidement, je voudrais moi aussi remercier Pervenche, remercier Valérie, te remercier Stéphane pour avoir organisé le débat, remercier nos participants pour leurs questions très pertinentes également. On a eu ce soir une réelle expertise, on a eu des comparaisons internationales, des rappels historiques, de la vision, de la mise en perspective, donc c'était vraiment parfait. Merci à vous deux pour tout ça et je vous donne rendez-vous
pour la suite de nos débats dans la suite de la conférence Europa, puisqu'on aura prochainement un débat sur la question de santé et puis un débat sur la question numérique. Donc, on poursuit notre travail sur les grandes priorités de cette construction européenne qui a besoin de mobilisation et d'acteurs et d'actrices tels que vous. Merci encore et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup.